Ouverture du point d'accueil des consommateurs d'électricité après des travaux d'aménagement. Inauguration de ce nouveau centre en présence du ministre du Pétrole, Adama Tounkara. Journée nationale de la solidarité, objectif promouvoir et consolider l'esprit de solidarité, de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Et cet événement, fréquence 2 à 22 ans, deuxième anniversaire qui intervient dans une phase de redynamisation et de repositionnement de la radio. Et vous allez le voir dans quelques instants. Aujourd'hui, mardi 12 novembre, bienvenue à tous dans le 13h. La Cour pénale internationale a jugé hier que le maintien en détention de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo était encore nécessaire pour garantir sa comparution. Deux projets de loi, l'un relatif à la normalisation de la qualité et l'autre portant protection des droits de la propriété intellectuelle, ont été adoptés hier par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le point avec Victorine Yaoyoboué. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'existe aucun secteur d'activité qui échappe à la contrefaçon. Les secteurs du textile, des médicaments, de l'agroalimentaire. Bref, le phénomène constitue une réelle menace pour l'industrie, mais surtout pour la santé des populations. Comme remède à ce fléau, le gouvernement a décidé de renforcer le cadre juridique et réglementaire. D'où la présentation de deux projets de loi à la Commission des affaires économiques et financières. L'un relatif à la normalisation de la qualité et l'autre portant protection des droits de propriété intellectuelle dans les opérations d'importation, d'exportation et de commercialisation des biens et services. Tout en saluant l'initiative, les députés ont fait remarquer au commissaire du gouvernement que le problème, ce n'est pas tant l'absence de loi, mais son application sur le terrain. Le texte qui vient d'être pris va justement permettre, sur le terrain de manière concrète, de manière efficace, de répondre à cette préoccupation. Parce que ce texte maintenant donne les moyens et donne les possibilités à l'administration des douanes, par exemple. Lorsqu'il est identifié que, par exemple, le produit entre au cordon douanier et que ces produits-là sont des produits de contrefaçon, l'administration des douanes aura les moyens juridiques pour pouvoir bloquer le dédouanement et s'assurer que donc la procédure est suivie, judiciaire, bien selon son temps. Et si, à la fin de la procédure judiciaire, il est avéré que ce sont des produits de contrefaçon, l'administration des douanes pourra les détruire et faire payer des dommages et intérêts à l'importateur. Vous voyez, donc ça c'est concret. En ce qui concerne la promotion de la qualité, les députés souhaitent la création d'un fonds pour le financement de la qualité en Côte d'Ivoire. Seul moyen, selon eux, pour pérenniser cette culture de la qualité, protéger le territoire national de la contrefaçon et assurer la compétitivité des produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Au bout de 5 heures de débat, les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont fini par adopter les deux projets de loi relatifs à la normalisation de la qualité et à la lutte contre la contrefaçon par la protection de la propriété intellectuelle. Un atelier de validation de l'agenda des réformes 2014, Focus Doing Business 2015, a ouvert ses portes hier à Abidjan. La rencontre qui s'est tenue en présence du chef du gouvernement a été l'occasion de présenter les avancées du pays. La Côte d'Ivoire a réussi à mettre quelques indicateurs du rapport Doing Business au vert en moins d'une année. Alexis Ouedraogo. Le Doing Business, c'est la mesure de la réglementation des affaires. En des termes plus simples, c'est un rapport que produit la Banque mondiale pour dire aux investisseurs qu'il est facile de faire du business dans le pays. À cet exercice, la Côte d'Ivoire, depuis ces 10 dernières années, était abonnée au dernier rang. Il y a à peine 2 semaines, le rapport a toutefois annoncé de nettes avancées. Sur la 177e place qu'elle occupait, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à la 167e place. Mieux, le pays fait partie des pays les plus réformateurs de l'année 2013. Un environnement des affaires de classe internationale est une des conditions nécessaires pour promouvoir le développement du secteur privé en Côte d'Ivoire et donc pour soutenir la croissance économique et la création d'emplois. C'est pour cela que cette dynamique de réforme enregistrée
cette année devra être poursuivi et amplifié dans les années à venir. Le rapport des réformes 2014 enregistre de bons points, notamment sur la création d'entreprises, l'exécution de contrats et le transfert des propriétés. Des dispositions ont été arrêtées pour faciliter les actions des investisseurs dans le pays. Mauvais point toutefois pour le commerce transfrontalier, le paiement des taxes et des impôts et surtout l'accès à l'électricité. Sur tous ces points sombres, le directeur général du Centre pour la promotion de l'investissement a dit la ferme volonté de sa structure à travailler à redresser le tir. Un engagement qu'appuie le chef du gouvernement ivoirien. Le gouvernement tiendra tous ses engagements et prendra toutes les dispositions pratiques nécessaires à la création d'un climat général favorable aux affaires. Nous prenons bien note de l'agenda qui vient de nous être présenté par le directeur général du CPC. Autre problème de l'environnement des affaires dans le pays, celui de la corruption. Les journalistes n'ont pas manqué de le souligner. Daniel Kablan-Duncan a assuré que le problème était bien connu, que des dispositions pratiques seraient prises, notamment avec la création d'une haute autorité de lutte contre la corruption. Elle devrait permettre d'assurer la sérénité des investisseurs dans le pays. Avant la visite du président Alassane Ouattara dans la région du Béké, les préparatifs vont bon train. Les retombées de cette visite d'État se font déjà ressentir dans la sous-préfecture de Kokumbo. Un réservoir de 750 mètres cubes pour la production d'eau potable et 4 appareils pour alimenter Toumoudi et Oumé en eau potable. Les travaux ont été visités par les autorités locales. Charles Tatou. Visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Bélier et le Béké. Autorités locales, élus et cadres multiplient les actions pour donner à cette visite tout le succès escompté. Dans cette démarche, le sous-préfet Gagbe Gilbert, accompagné du maire résident Kofi Kwame Marcel, sillonne les 20 villages de sa circonscription administrative. Objectif, informer et mobiliser les populations. Dans le village de Kimukro, ils ont pu se rendre compte de l'état d'avancement des travaux portant sur la construction d'un réservoir de 750 mètres cubes entrepris par le gouvernement qui permettra d'augmenter la capacité de production de l'eau potable dans la région. Le même site de Kimukro va aussi accueillir 4 nouveaux appareils de reprise de capacité de 250 mètres cubes d'eau chacun pour alimenter Toumoudi et Oumé, 2 départements qui souffrent cruellement de problèmes d'eau potable. Et vous le savez donc, le président Alassane Ouattara sera dans la région du Béké le 25 novembre prochain. Déjà, l'heure est à la mobilisation à Béoumi, l'une des localités qui sera visitée par le chef de l'État, nous dit Abou Sanogo. La réussite de la visite du chef de l'État à Béoumi nécessite la mobilisation de tous les fils et de toutes les filles du département, quel que soit leur lieu de résidence. C'est la substance du message que le maire de la capitale du peuple cordé est allé porter à ses parents qui vivent dans la région de Diokoui. Pour le premier magistrat de la ville de Béoumi, le département doit battre le record de la mobilisation. D'abord, je veux qu'il y ait un acteur massif et enthousiaste, que la population de Béoumi témoigne sa reconnaissance au président de la République, qui a entrepris déjà beaucoup de choses pour nous. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que Béoumi soit noir de monde le jour où le président de la République sera chez nous à Béoumi. Faire le plein de la ville le jour du passage du président de la République, un défi lancé à tous. Et les ressortissants de Béoumi vivant à Diokoui comptent jouer leur partition. Réunis au sein d'une union, ils veulent faire de cette visite une véritable fête populaire. Et à moins de 2 semaines de cette visite du président Bouaké, les transporteurs s'organisent pour permettre aux populations d'accéder à toutes les zones. Reportage Brahima Doumbia, commentaire Charles Tatou. Ils veulent jouer pleinement leur partition à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Grand Centre. Eux, ce sont les transporteurs de la région de Béké. À quelques jours de l'arrivée du chef de l'État à Bouaké, ceux-ci ont pris des dispositions pratiques afin de faciliter aux populations de la région l'accès des zones visitées par le président de la République. On va les transporter gratuitement. Je mettrai tous mes cas à la disposition, l'arrivée du président à Bouaké, pour transporter nos populations, pour sortir, aller à l'aéroport, jusqu'à sortir de la ville. Les transporteurs de la région de Bouaké affichent l'agréable intention de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État à travers une forte mobilisation, tout en espérant obtenir des retombées positives de cette visite d'État.
On souhaite que les tournées là soient bien, la mobilisation soit à l'auteur, que le président regarde Bouaké. Parce qu'en matière de transport, Bouaké, vraiment, on a des problèmes. Des véhicules de voyageurs, des véhicules de poids lourds. Il faut que le président penche par le renouvellement des parcs qui a été promis aux transporteurs. Nul doute que cette visite du président de la République dans la région de Bouaké sera une occasion pour les transporteurs de relancer leurs activités pourvoyeuses d'emplois pour la jeunesse. Justement, dans la région de Bouaké, le secteur industriel occupait avant la crise une place importante dans la vie économique. L'activité industrielle était alors pourvoyeuse d'emplois. Aujourd'hui, on assiste à une reprise timide de ces activités. Commentaire, Kwadjo Kwabe. Arriérés des salaires, chômage, insécurité, licenciement et manque de financement. Ainsi se résument les maux qui minent le secteur industriel à Bouaké. Un secteur qui a connu ses années de gloire en s'imposant comme premier pourvoyeur d'emplois dans la région. C'est donc à partir des années 80, avec la grave crise conjoncturelle, et en 2002, avec la crise militaro-politique, que le tableau industriel de Bouaké s'est assombri. Seulement, 11 entreprises ont survécu à ce bouleversement avec moins de 2000 emplois conservés, contre plus de 20 000 auparavant, soit plus de 18 000 travailleurs mis au chômage. Le directeur régional de l'industrie de Bouaké fait le point. Bouaké constituait un pôle industriel important, eu égard au chiffre d'affaires que les entreprises de la région réalisaient. À titre indicatif, je voudrais simplement vous dire que nous étions autour de 1000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes à 100 milliards en tout et pour tout, soit autour de 10% de chiffre d'affaires aujourd'hui. Malgré ces difficultés, les responsables des unités industrielles de Bouaké restent confiants et ont foi à un rebondissement du secteur industriel dans la région. C'est cette année que nous avons presque fini l'investissement. Parce que tout ce que nous avons fait avec les différentes crises sont venus nous piller l'entreprise. On crée beaucoup plus d'emplois dans une entreprise que dans la construction, par exemple. La solution aujourd'hui, c'est de nous apporter un appui. Nous souhaiterions, puisque nous avons une capacité de production qui peut absorber toute la production d'égrainage en graines de coton en Côte d'Ivoire, nous souhaiterions quand même, je veux dire, passer un petit peu en tant que, pas privilégié, mais en tant que prioritaire. La prochaine visite du président de la République dans la région de Bouaké constitue un réel espoir pour les industriels de Bouaké. Ils espèrent donc des mesures idoines pour la relance de leur secteur d'activité. L'Association des industries sucrières de Côte d'Ivoire a présenté ses actions de développement en faveur des populations des zones sucrières. C'était à travers un film documentaire, nous dit Eman Niamé. S'il y a un secteur qui fait vivre des milliers de personnes dans les localités de Ferke-Sédougou, Borotou et Zenoula, c'est bien le secteur sucrier. Cette filière à elle seule offre plus de 14 000 emplois directs et environ 20 000 emplois indirects. En plus des emplois qu'elles offrent, les entreprises sucrières participent de façon significative au développement socio-économique des régions dans lesquelles elles sont implantées. On compte 3 centres socio-médicaux et 30 écoles primaires construites sur les complexes par les entreprises et entièrement à leur charge. Ces écoles primaires permettent à environ 6 000 élèves d'être scolarisés. Mieux, les populations riveraines de ces complexes reçoivent gratuitement l'électricité et l'eau potable. Aussi, les pistes rurales de ces localités sont régulièrement reprofilées et remises en état. Ce sont environ 3 milliards de francs CFA qui sont investis chaque année à cet effet. Ces actions de développement menées par les industries sucrières étant très souvent méconnues du grand public et même de certaines autorités administratives, l'Association des industries sucrières de Côte d'Ivoire décide de les présenter au travers d'un film documentaire. On pensait qu'il était bon d'expliquer aux autorités administratives, à tous nos partenaires, à la presse, quels étaient ces enjeux, quelle était notre action dans nos zones d'implantation, de façon à ce que tous, en Côte d'Ivoire, on ait le même niveau d'information sur cette filière. Environ 200 000 tonnes de sucre sont produites chaque année par les 2 entreprises sucrières ivoiriennes.
À elles seules, elles arrivent à assurer l'autosuffisance en sucre en Côte d'Ivoire. Pour la période 2012-2016, l'Association des industries sucrières de Côte d'Ivoire a investi près de 100 milliards de francs CFA pour le développement du secteur sucrier. Mais le secteur est fortement menacé par la fraude. Malgré la suspension des importations de sucre en Côte d'Ivoire, la quantité de sucre importé qui pénètre le marché ivoirien est estimée à environ 40 000 tonnes par an, menaçant ainsi gravement l'avenir de la filière sucrière. Ce sont ainsi 30% de parts de marché qui ont été perdues par les industries sucrières ivoiriennes au profit du sucre frauduleux durant le deuxième semestre 2013. Justement, une importante quantité de sucre et des produits prohibés et non importés en Côte d'Ivoire ont été saisis à Pogor, à la frontière ivoiro-malienne, par les douanes ivoiriennes déterminées à lutter contre la contrefaçon. Kwadjo Kwame pour plus de détails. Des cartons de produits pharmaceutiques et phytosanitaires, des panneaux solaires, des bidons d'huile et de moteur, des cartons de téléphones portables et des pièces détachées de vélos et de motos. Sous cet ensemble de produits et de matériel, les trafiquants ont soigneusement dissimulé 7,7 tonnes de sucre d'origine sud-américaine. Et pourtant, le sucre est interdit d'importation en Côte d'Ivoire. Le chef du bureau des douanes de Pogo, le capitaine Kwadjo Kwaku Benoît et ses hommes n'entendent pas baisser les bras face aux astuces des trafiquants. Ils évaluent cette saisie à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Engagés à protéger non seulement les industries, l'économie ivoirienne, mais aussi et surtout la santé des populations ivoiriennes, les douanes ivoiriennes recommandent à toute la population un peu de civisme et de patriotisme pour la bonne santé de l'économie ivoirienne. Il faudrait que nous fassions preuve de civisme, chacun à son niveau œuvre pour le développement de notre pays. Nous avons par moment des revendications, mais jouons d'abord notre rôle. Et puis la suite viendra. Un message bien perçu, on l'espère. Mais pour certains opérateurs économiques, les autorités ivoiriennes gagneraient à lever la mesure d'interdiction des dédouanements des produits hors CEDEAO aux frontières terrestres. Car selon eux, cette interdiction encourage la fraude et la contrebande, ce qui est dommageable pour l'économie ivoirienne. Les producteurs de coton et d'anacarde de la région du Thiologo s'organisent pour mieux produire. À travers une campagne de sensibilisation, ils ont été informés sur la qualité de la production. Ils bénéficient à cette occasion du soutien de structures bancaires pour la prise en compte des producteurs. Brahima Doumbia et Chaltato. Kong, ville située à 100 km de Ferkessédougou, chef-lieu de région du Thiologo, les producteurs de coton et d'anacarde de la région du Thiologo, unis au sein d'une fêtière, ont décidé désormais de prendre en main leur destin. Ils viennent de fédérer leurs efforts pour obtenir un prix rémunérateur au binôme coton-anacarde afin d'améliorer les conditions de vie des producteurs. Aux paysans, il faut voir un bon encadrement, une surveillance, pour ne pas que le produit qu'on va dessiner à un village pour donner le nombre de populations qui sont là-bas, ces intrants ou bien herbicides-là vont être détournés pour vendre. C'est ensemble qu'on peut réussir. Donc si on est réunis ensemble, si on se donne la main, et c'est sûr que chacun peut gagner pour lui. La rencontre de Kong a permis de sensibiliser les producteurs de coton et d'anacarde sur la restructuration de la filière à l'image de celle du café-cacao. Tous les intervenants ont salué la naissance de l'Union des producteurs de coton et d'anacarde de la région, un véritable instrument de développement durable et de lutte contre la pauvreté. Plusieurs partenaires du monde agricole ainsi que des structures financières ont décidé d'accompagner l'UPRACAT qui est porteuse d'espoir pour les producteurs de coton et d'anacarde de la région du Thiologo. Le préfet de région du Thiologo et ses collègues des départements de Kong et de Ouangolodougou ont apporté la caution de l'État à cette entreprise. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité a inauguré le point d'accueil des consommateurs. C'était en présence du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tungara. Le compte-rendu de Chris Paten à Semia et Abou Sanogo. Suite à une requête intentée pour contestation de facture, Mohamed Ouattara se rend au point d'accueil des consommateurs d'électricité. À son arrivée, il est accueilli par un agent de l'ANARE, entendez Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité.
Après l'avoir écouté et échangé avec lui, l'agent vérifie si la procédure de saisine a été respectée. Une fois le constat établi, l'opérateur fait appel à un assistant chargé de recours. C'est lui qui se chargera d'instruire le dossier auprès de l'instance compétente pour régler le litige. C'est la mission du point d'accueil consommateur créé par l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité. La réouverture de cet espace a réuni ce lundi dans les locaux de l'Agence de régulation, les acteurs du secteur de l'électricité et le ministère du pétrole et de l'énergie. Dans la relation d'intérêt qui lie l'État, les opérateurs économiques et les consommateurs d'électricité, les derniers cités apparaissent comme le maillon le plus faible. Or, la mission de tout gouvernement, et particulièrement celui du président Alassane Dramane Ouattara, est d'améliorer chaque jour davantage les conditions de vie de nos concitoyens dans tous les domaines, et notamment celui de l'électricité. Au terme de son décret de création, l'ANARE a pour mandat de défendre les intérêts des consommateurs, une mission qui voit aujourd'hui la rénovation de ce point d'accueil. La mission de protection des intérêts des consommateurs nous a amené à imaginer des outils, des instruments pour montrer aux consommateurs d'électricité qu'il existe une structure en Côte d'Ivoire qui défend leurs intérêts. Le premier instrument qui a été créé, c'est le centre d'appel. Donc le 800-800-02 est le numéro sur lequel les consommateurs peuvent nous joindre pour poser leurs réclamations. La Côte d'Ivoire étant un état de droit, l'ouverture de ce point d'accueil permettra à l'ANARE de franchir un pas important pour que les populations comprennent effectivement son fonctionnement. Reportage signé Chris Paterne à l'Assise Ouedraogo. Aujourd'hui, journée mondiale de la pneumonie, une journée décrétée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Son but principal est de sensibiliser les populations. En effet, la pneumonie est encore responsable de millions de décès chaque année dans le monde. Alors, question, comment se manifeste la maladie? Quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Quelques éléments de réponse dans ce reportage. Une toux, une gêne respiratoire, des douleurs à la poitrine, plus ou moins 40 degrés au thermomètre. C'est peut-être une pneumonie. Il faut sans attendre consulter un médecin. Une radio thoracique permettra de confirmer le diagnostic. C'est une infection très grave et nos consultations en Côte d'Ivoire, la plupart des pathologies, c'est infection pulmonaire et la plupart des infections pulmonaires, c'est la pneumonie. La pneumonie atteint plus facilement les enfants et les personnes âgées. 1 800 000 décès dans le monde, dont 85% dans les pays en voie de développement. Les facteurs de risque, la pollution, le tabac, un déficit immunitaire ou un terrain allergique. Le traitement varie selon la cause et l'intensité de la pneumonie. Si elle est d'origine bactérienne, des antibiotiques en viendront à bout. Une hospitalisation peut parfois être nécessaire. Des précautions élémentaires peuvent mettre à l'abri de la maladie. Éviter le contact avec les personnes atteintes, se faire vacciner contre le pneumocoque et adopter une hygiène de base. On ne le dira jamais assez, il faut se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Ouverture de l'édition 2013 de la Journée nationale de la solidarité. Il s'agit à travers cette célébration de promouvoir et de consolider l'esprit de solidarité, de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Les détails avec Gabriel Zani. Top départ des Journées nationales de la solidarité. Cet événement institué par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant vise à renouer avec les principes de stabilité politique et économique propres à la Côte d'Ivoire. L'Observatoire compte montrer aux Ivoiriens qu'on peut essayer de vivre ensemble pour faire en sorte que notre pays puisse se développer très vite et sortir des méandres de la crise. La solidarité, socle de la paix, a guidé les exposants présents à ce salon. Une façon pour eux de contribuer à la réussite de la mission du ministère dirigée par Anne-Désirée Ouloto. Les Ivoiriens sont invités ici, n'est-ce pas, à comprendre l'intérêt de la solidarité. Et par cette solidarité, on arrivera forcément à la cohésion sociale et on devrait arriver à la paix. Je crois en la capacité des Ivoiriens à aller à la paix et à s'engager pour la paix. La recherche de la cohésion sociale, une tâche pas facile. Et les personnes qui ont perdu leurs proches, comme Manga Mamadou, pendant la crise post-électorale, se souviennent encore. J'ai perdu presque 5 personnes. J'ai des enfants, mon petit frère m'a laissé 4 personnes.
Moi-même, j'ai des enfants. La réconciliation est possible si on est franc, si on est honnête. Tout ça dépend de pardon. Aujourd'hui, l'Ivoirien a besoin de travail. Si tu te lèves matin, bonheur, que tu t'en vas dans tes occupations, tu penses que quand tu viens le soir, tu es fatigué. Tu ne veux pas faire parler avec quelqu'un. Mais c'est quand tu as faim qu'il y a problème de parler. Les activités de la Journée nationale de la solidarité vont durer 3 jours à Abidjan et s'étendront bientôt à l'ensemble des villes de l'intérieur. La radio Fréquence 2, vous allez le voir, à 22 ans, l'anniversaire a été célébré hier. Pour marquer l'événement, une grande émission dénommée Cocktail pour un anniversaire a été organisée dans les locaux de la radio. Les temps forts avec Guy Roger Nguessan et Anzelika Eoura. Un trio d'animateurs, un orchestre au grand complet et un public au rendez-vous, c'est le cocktail pour un anniversaire. L'ambiance est vraiment chaude. C'est bien, il y a beaucoup de monde. Les gens ont répondu vraiment à cet appel. Et je pense que tout se passe bien. Mon émission préférée, vraiment, c'est le Club Matinal. Tous les jours, de 6h à 9h avec Mariam Koulibaly. Fréquence 2 est en fête et le personnel de la radio est mobilisé. Pendant 22 ans, l'équipe a tenu en haleine les auditeurs, des hauts et des bas, mais la passion est restée intacte. Je ne sais pas super bien comme vous le voyez. Ça a été magique depuis ce matin 6h. Vous voyez l'heure qu'il est en ce moment. C'est la preuve que ces jeunes sont déterminés à écouter la radio. C'est une forte audience que nous avons en ce moment et nous sommes très fiers. Fréquence 2, que de souvenirs et de grands noms. Son histoire. Fréquence 2, c'est depuis le 11 novembre 1991. On est parti comme ça dans une aventure qui a démarré avec des amis comme John J, Consti Eka, Yves Zogo Junior, JC Kodjane et bien d'autres. À 22 ans et avec une majorité affirmée, Fréquence 2 s'est déjà lancée à la reconquête de son public. Dans notre grille aujourd'hui, ce sont des émissions qui sont calquées sur le quotidien des jeunes. Et de plus en plus, ces jeunes-là viennent vers la radio. Dans les salons de coiffure, dans les taxis, dans les maquis, Fréquence 2 est écoutée. Fréquence 2, désormais Fréquence Jeune, une nouvelle signature qui affiche les ambitions de la direction de la chaîne. Rentrée solennelle de la Cour d'appel de Daloa, journée marquée par la prestation de serment de nouveaux magistrats, Honorine Ngour. Au total, ce sont 787 arrêts, dont 535 en matière correctionnelle, 174 en matière civile, 54 en matière sociale et 24 en ce qui concerne la chambre d'accusation que la Cour d'appel de Daloa a prononcée au cours de l'année judiciaire écoulée. Outre ce bilan qui fait état de 36 dossiers en attente de la tenue d'une audience de la Cour d'assises, le nouveau premier président de la Cour d'appel de Daloa et le nouveau procureur général près la dite Cour, Kouyaté Damou et Pagning Nguessan Jules, ont présidé la cérémonie d'installation d'anciens magistrats affectés à la Cour d'appel ainsi que celle de la prestation des serments d'une quinzaine de nouveaux magistrats. C'était en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nyenema Mamadou Koulibaly. Cette occasion solennelle a été mise à profit pour inviter les uns et les autres à fournir plus d'efforts dans l'exercice de leurs fonctions pour asseoir la crédibilité de la justice, mais surtout pour l'adoption d'un comportement digne du magistrat loyal pour ceux qui font leur premier pas dans le métier. Ce sont des occasions rares. Là, nous les avons, nous leur portons un message. Cette année, nous avons voulu les inviter à produire des décisions de qualité et avec célérité. Donc il fallait que nous leur expliquions l'intérêt qu'il y a à ce que la justice soit bonne, soit rendue dans de bonnes formes. La 6e édition du Salon international du livre d'Abidjan s'ouvre aujourd'hui. Thème retenu, livre, dialogue des cultures et émergence. Pendant 5 jours, tous les acteurs du secteur vont promouvoir le livre. Le Maroc est annoncé comme invité spécial à ce SILA 2013. Serge Kolia. La 6e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement à travers le ministère de la Culture et de la Francophonie. Il s'agit de promouvoir la lecture, les auteurs ivoiriens et de dynamiser davantage l'industrie du livre qui génère d'importantes ressources financières à l'économie ivoirienne. Le livre est un outil essentiel au développement, à l'apprentissage et à la culture. Et le gouvernement entend apporter tout son appui aux acteurs du secteur, aux éditeurs, aux libraires, aux imprimeurs,
afin que la Côte d'Ivoire puisse être ce grand pôle culturel qu'il a toujours été, et pour l'avenir, pour un pays qui aspire à devenir un pays émergent à l'horizon 2020, donner à la Côte d'Ivoire tous les instruments de son développement, et le livre en fait partie. Le Salon international du livre d'Abidjan porte bien son nom. Au-delà de la promotion des œuvres des grands auteurs qui font la gloire de la littérature ivoirienne, cette 6e édition part à la rencontre des écrivains marocains. Et au niveau culturel, nous avons un accord de coopération avec le Maroc. Et le Maroc a toujours invité la Côte d'Ivoire à tous les événements culturels, à tous les festivals qui se tiennent au Maroc. Et il était bon que nous puissions cette année inviter nos amis marocains qui sont déjà là. La 6e édition du Salon international du livre d'Abidjan se tient du 12 au 16 novembre 2013 au Palais des Sports de Trècheville à Abidjan. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone et réalisé par Kane Bakari Korobogo et Mariette Alangba. Merci de votre fidélité.